Très très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. On est très honorés. Merci d'avoir accepté cette interview. Tu es vraiment pour nous une source d'inspiration et on aime beaucoup ce que tu fais. Merci pour l'invitation et merci surtout pour tout ce que vous faites. Oh, bah, C'est ô combien important. c'est très gentil, merci Ouais, en beaucoup. ce moment, ouais. Donc dans un premier temps, je vais te présenter. Donc tu es Catherine Testa. Tu as été élue parmi les personnalités les plus influentes de France de 2017 à 2019 par LinkedIn. Tu es donc auteure conférencière, fondatrice de l'optimisme et influenceuse sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur ton activité, s'il te plaît? Mon enjeu, c'est surtout de passer un message en expliquant que le monde qu'on écrit l'histoire en fait individuellement, alors avec en toute modestie, en toute humilité, qu'on fait chacun sa part et que moi ma part, c'était de me dire qu'on pouvait créer des conditions de vie en fait qui soient un peu meilleures pour tout à chacun, que ce soit dans le monde entrepreneurial parce que je suis une entrepreneuse, j'ai des salariés, que ce soit dans le monde du travail en se disant on peut réinventer les règles en fait, sourire ça grille pas des neurones, être sympa ça nous rend pas plus bêtes en l'occurrence. Et puis d'utiliser des outils pour se dire on a tous un parcours professionnel, individuel qui vise à être une grande expérience de vie et allons la sublimer plutôt que de se renfermer sur soi-même et de se laisser imposer finalement parfois des règles et des normes qui ne nous vont pas forcément. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est l'intention donc de redonner aussi à tout à chacun cette envie, ce goût de l'optimisme en se disant que c'est possible de changer les choses, que c'est possible de changer la norme, qu'on invente nos parcours. Et donc oui, ça a pris plein de, on va dire que tout ce que je fais, tout ce que tu as évoqué, que ce soit de faire de l'influence, écrire des livres, créer un think tank, en fait j'ai vraiment créé un club d'entreprise qui réfléchisse à tout ce qui est qualité de vie en entreprise des salariés, que ce soit quelles que soient mes actions, mon enjeu, c'est de dire à chacun, allez-y, vous êtes incroyable. Et en fait, à partir du moment où on s'en rappelle, on peut réinventer et réécrire le narratif de notre société. Et pour la petite histoire, tout le monde me demande, alors, t'es une optimiste de nature ou pas? La réalité, non, mais tout le monde me pose la question, donc généralement ça vient dans les questions. Donc j'aimerais le dire au démarrage. À la base, moi, tu parlais du parcours. Je suis diplômée en développement durable. J'ai fait de la physique-chimie, donc je viens des sciences vraiment dures. Et de fait, tous mes potes sont collapsologues. En fait, globalement, c'est cette théorie de l'effondrement. Et tous mes potes, quand t'as bossé 10-15 ans dans le développement durable, à un moment donné, tu te dis qu'il y a quand même un souci, en fait. Et moi, je veux pas me laisser aller à ça, en fait. Je veux pas me laisser aller à cet alarmisme, etc., mais dire, en fait, on réinvente les codes et le développement durable, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi tout le volet social, sociétal et le bien-être. Qu'on avait un peu laissé de côté en se disant, à la limite, on s'en fout du moment qu'on a une belle voiture et une belle maison. Non, c'est pas de sens. Personne ne comprenait, mais de fil en aiguille, tout d'un coup, quand tu lèves la main en expliquant ton idée, t'as d'autres gens qui disent, bon, moi comprendre toi, en fait. Et du coup, de proche en proche, tu fédères, et puis c'est comme ça que nous, on s'est retrouvés suivis par 1 million de personnes. Enfin, c'est du délire, en fait, quand on y pense. Et justement, ton site est aujourd'hui suivi par 1 million de personnes, comme tu viens de le dire. Comment tu as réussi justement à fédérer et comment tu as réussi à ce que ton site soit une réussite, très clairement? Le bouche à oreille. En fait, quand on commence à raconter en disant, alors moi, je sais pas trop ce que je fais, mais je me dis qu'il y en a besoin, t'as d'autres gens qui se disent, ah, c'est cool ce qu'elle fait, je comprends ce qu'elle fait, du coup, je vais le partager. Et en fait, ça a été vraiment du bouche à oreille. Et je me rappelle, un jour, j'étais hyper contente, j'avais eu 300 personnes sur le site. Puis un jour, j'avais 4000 personnes sur Facebook. Et tu vois, en fait, plus t'avances, plus tu te dis, ah, c'est marrant, à un moment donné, tu trouvais ça incroyable d'avoir 4000 personnes, tu vois, maintenant, on est dans des chiffres à plusieurs, zéro de plus. Mais, en fait, ça te donne, tu sais, ce brin de confiance qui te dit, je continue, en fait. Et ça a été quelque chose de fondamental et surtout, à un moment donné, j'ai associé le B2B et le B2C. Alors, pour ceux qui connaissent pas forcément ce jargon un peu curieux, c'est que j'ai arrêté de penser que les gens étaient soit des individus, donc des citoyens, des Caroline, des Clara, des Justine, des Jean, des Hugues, des Karim, etc., mais
et donc ils étaient à la fois des gens tout court, mais aussi des salariés en fait. Et de fait, je me suis dit, en fait, je vais communiquer sur LinkedIn l'histoire en me disant, ça va aller s'adresser à des gens, même si ils arrivent avec leur casquette de salariés. Sur LinkedIn, j'ai mis 6 mois à dire que j'avais changé, que j'avais créé un projet, que je parlais d'optimisme. Et je me disais, mais vraiment, les gens, ils vont pas comprendre. En fait, j'étais en contact avec que des costards presque, qui étaient tous directeurs RH, innovation, développement, enfin, des trucs un peu pompeux. Et je me suis dit, mais ils vont pas me comprendre, en fait, c'est pas possible. Et au bout de 6 mois, comme on s'est lancé par une campagne de crowdfunding aussi au démarrage, pas tant pour récolter des sous que pour montrer qu'on pouvait financer en fait que les gens avaient envie de quelque chose d'alternatif en fait. Et du coup, j'ai été obligée de le dire sur mon LinkedIn. J'ai commencé à dire que j'avais quitté tout ce domaine de l'innovation, du développement durable, pour aller créer mon petit machin. Et là, j'ai vu des mains se lever de gens que j'avais catégorisés, mais intellectualisme incroyable. Et ces gens-là, ils levaient la main, ils étaient directeurs de groupes internationaux, ils me disaient, on comprend ce que tu fais, continue. Et tu vois, ces petits contenus de gens qui viennent d'univers complètement différents, mis à bout, en fait. C'est ça. Et ces gens-là seraient pas passés dans ma vie. Très souvent, je sais pas si j'aurais continué, en fait. Parce que, que des gens de ta famille vaguement te soutiennent, que tes potes comprennent rien à ce que tu fais, pourquoi pas, et puis t'as ceux qui t'aiment bien, alors que de toute façon, ils te disent toujours que ce que tu fais, c'est bien, mais que des inconnus arrivent en te disant, moi, je comprends ce que tu fais, je soutiens ta démarche. C'est là que tout d'un coup, voilà, c'est comme les retours que vous devez avoir sur toutes vos actions quand on vous dit, ça m'a vachement aidé de regarder cette interview, etc., etc. Rien que ça, en fait, on sait à quoi on sert. Et c'est là qu'on continue, en fait. Et qu'on comprend l'intérêt. C'est clair que ça encourage à aller plus loin. Exactement. Et alors, justement, on parlait de ton début de parcours. Qu'est-ce qu'on ressent, justement, quand on lance quelque chose qui marche et qui fédère ? Écoute, tu vois, même 5 ans après, avec 1 million de personnes qui nous suivent, je sais pas combien de conférences, de bouquins, de machin, je me dis toujours que j'ai pas du tout fait le quart du 10e, du 100e. Du coup, ma sensation d'aujourd'hui est exactement la sensation après 2 semaines de démarrage, tu vois. Sauf que dans l'histoire, j'ai embarqué pas mal de gens, tu vois. Et donc, il y a juste la responsabilité en plus. Ce qu'on ressent, je pense aussi, c'est qu'on rencontre des gens avec qui les contacts sont hyper faciles parce qu'on se comprend. On sait ce que c'est que de changer de parcours. On sait ce que c'est que de s'engager dans une voie peut-être, alors je dirais pas qu'on est des militants et très loin de là, mais tu vois, l'optimisme expliqué il y a 5 ans, l'optimisme en France, t'avais des gens qui me disaient que c'était de la naïveté. Et en fait, j'aurais expliqué, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des scénarios négatifs. Aujourd'hui, on est baigné dans une ère de dystopie, tu vois, de tous ces scénarios catastrophes. C'est hyper facile d'imaginer la construction de la société de demain. On nous apprend pas l'optimisme à l'école. Et de fait, à tous ceux qui me disaient que c'était la naïveté, je leur disais, mais attendez, c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste. Si j'étais naïve, je serais pessimiste. C'est tellement plus simple. Et de fait, donc du coup, ça a été d'abord de rééduquer tous ceux qui me disaient ça. Et rapidement, j'ai eu des gens qui m'ont dit, on comprend ce que c'est l'optimisme, en fait. On comprend ce que tu veux faire, on sait que c'est pas de la naïveté, on sait que c'est le prérequis à toute action. Quand t'es entrepreneur, quand t'as envie de te marier alors que tu vois que t'as un mariage sur 3 qui dure, quand t'es sportif, que tu vas sur un terrain de tennis, tu sais que t'as une chance sur 2 de gagner. Tu vas quand même avec optimisme. En fait, c'est le démarrage qui est hyper important, c'est les rencontres du démarrage. Ces petites personnes qui deviennent clés. Et donc, c'est pour ça, je m'émerveillais des rencontres au démarrage et 5 ans après, je suis toujours en train de m'émerveiller des rencontres, en fait. Et j'ai toujours pas fait le quart du 10e de ma to-do list. J'ai des trucs de 2015 qui traînent encore sur ma to-do. Donc, c'est presque la même chose, en fait, qu'il y a 5 ans. Pour moi, la seule chose qui a changé, c'est qu'au démarrage, tu doutes. Tu doutes énormément. Parce que tu doutes, alors déjà tu doutes de ton idée, parce que voilà, de temps en temps tu pars de loin, et donc tu doutes de ton idée. Les gens autour de toi vont te donner tout un tas d'avis en permanence qui vont faire naître de nouveaux doutes
Parce que quand tu rencontres des entrepreneurs qui te font des business plans à 5 ans alors que toi, t'es pas capable de poser un chiffre dans un tableau, mais enfin, moi, je pars de là, en fait. Tout d'un coup, t'es en train de te dire, oh merde, tu vois, enfin, moi, déjà, je sais pas à quoi ça va ressembler dans 5 mois. Il y a cette notion de doute qui est souvent surtout quand t'es empathique, tu bouffes les doutes de tout le monde en permanence et tu sais que toi, t'es naze en comptabilité, t'es naze en tout un tas de machins et tu vois les forces des autres et tu dis, ah, là, moi, j'ai pas tout ça. Et donc, tu doutes de tes compétences et en plus, tu passes ton temps à rassurer les autres. Parce que tous tes potes qui te demandent comment ça va, tous tes parents qui te demandent alors tu te payes. Il y a un temps de construction que les gens souvent oublient en fait. Que le fait, quand tu montes un projet, il faut que tu montes l'idée, que tu fasses un site web, que tu expliques aux autres ce que c'est, etc., etc. Du coup, tu as un temps long et on vit dans une société de temps court. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien ? Comment gères-tu ton temps au quotidien ? Est-ce que les journées sont les mêmes ? Est-ce que ça change totalement ? Dis-nous un petit peu voilà, ton quotidien. Alors, je pense très mal. Je gère très mal mon temps. Après, je veux pas m'améliorer. Pourquoi je m'explique ? C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, tu es sursollicité en permanence. Donc, j'ai fait des trucs qui sont très factuels. C'est-à-dire que globalement, ma boîte mail, elle est saturée. Et de fait, je dis, si c'est urgent, soit vous essayez de me rappeler et je vous réponds parce que je réponds au téléphone, soit vous m'envoyez un texto. Ça a été une première clé pour gagner du temps. Parce que c'est compliqué. Mes emails, à un moment donné, j'avais 99 000 mails dans ma boîte mail, donc j'en étais là. À un moment donné, tu as ce switch qui te dit, qui t'enlève cette culpabilité de te dire que tu vas pouvoir tout faire. Donc, de fait, à partir de ce moment-là, tu tombes dans la bascule. De toute façon, j'arrive pas à tout faire, je suis en retard. Voilà. Donc, tu vois, comment je gère mon temps, à un moment donné, c'est en acceptant le fait d'être en retard et en acceptant et en ne le maîtrisant pas bien parce que je crois dans les rencontres et je crois dans ce qu'on appelle la sérendipité. Donc, c'est de me dire que tu as des bonnes personnes qui vont tomber au bon moment sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et si jamais tu te cales sur le volet, tu sais, quand on te parle d'entrepreneuriat, on te dit, faut que tu sélectionnes les rendez-vous prioritaires. Qu'est-ce qui se passerait? Je ferais plus que des calls avec des grands patrons ou avec des entrepreneurs très connus et je perdrais ce goût des autres, ce goût de la rencontre hasardeuse et ça, je veux pas le perdre. Et donc, de fait, je continue à répondre à des gens au hasard. Je réponds pas à tout le monde. Il y a des coups de bol. Il faut que je sois parce que sur Instagram, vous savez, quand il y a trop de messages sur Instagram, on voit toujours le 99 plus. Donc tu peux plus les lire. En fait, t'en as trop qui arrivent aussi. Donc je vais en lire certains et je vais me dire si je les lis, c'est que c'est celui-là auquel il fallait que je réponde. Et entre temps, je laisse passer des demandes très officielles de conférences à des trucs pompeux. C'est comme ça et tout. Je pense que tout entrepreneur te dira que c'est pas la bonne façon de faire. Donc mes journées ne se ressemblent pas. Elles se ressemblent parce que souvent j'ai des conférences ou j'ai des calls de journalistes ou des choses comme ça. Il y a les trucs qui sont très homogènes. Alors moi j'ai une équipe, donc c'est peut-être un peu différent de quand tu es tout seul, mais globalement je vais avoir au moins 3 personnes de mon équipe dans la journée. En fait, qui me cale et qui me structure vers l'intérieur, en fait. Tu vois, c'est notre bulle, c'est notre énergie, pour ne pas perdre trop d'énergie en permanence à l'extérieur. Un truc que je me force à faire, je ne sais pas si ça peut intéresser les gens, c'est que les réseaux sociaux, c'est que le matin. Déjà, c'est que le matin plus ou moins avant le café et le soir plus ou moins après le dîner en fait. En temps de journée, je vais essayer de pas perdre de temps parce que quand je suis curieuse, je sais que je suis capable de commencer la matinée sur alors je te parle même pas des réseaux sociaux, mais même sur Wikipédia. J'étais à l'époque capable de commencer ma journée sur Wikipédia et de lien en lien de finir ma journée sur Wikipédia. Globalement, je réponds à 0 mail. La réalité, c'est après, j'ai quelqu'un qui m'aide à gérer mes mails maintenant, mais je réponds à des textos parce que ça va plus vite. Et en fait, tu vois, j'ai réussi à court-circuiter mon temps. Le seul temps que j'ai pas court-circuité, c'est le temps d'échange. D'accord. C'est-à-dire que j'aurai moins d'échanges, mais des échanges un peu plus dans la durée. On a eu beaucoup de chance en tout cas du coup de. et tu vois, mais je me dis que c'était parce que c'était la bonne chose au bon moment en me disant peut-être que ça va aider une personne. Et c'est aussi ça peut-être que permet l'entrepreneuriat, c'est de se foutre la paix à un moment donné et de s'écouter parce que t'as des jours c'est couillon, mais même dans mes équipes, j'ai des nanas qui me disent putain, j'ai bossé dimanche parce que j'étais dans le flow, j'avais envie de faire des trucs et je leur dis mais non, on est censé couper et en plus
voilà, enfin, en tant que patron, j'appelle jamais mes salariés le dimanche, le week-end. Enfin, on a des outils pour déconnecter. Donc, faut suivre son énergie, en fait. C'est ça. Et pour le coup, je pense encore plus pour des nanas, parce qu'on est vraiment cyclique, on le sait. Hein, enfin, on a nos humeurs qui changent. On n'est pas comme ça en fait. Et surtout pour des hypersensibles. Enfin, moi, je suis une hypersensible, je suis une hyper-empathe. Je fais ça, mais je sais que quand je suis là, bah, ça va bien, que j'arriverai à faire plus de trucs que quand je suis en bas. Alors justement, si on peut donner 3 facteurs clés de succès qui font que ton activité elle fonctionne, justement avec cette organisation qui est un peu à contre-courant. Exactement. Je pense que c'est les gens qu'on recrute. Disons ce qui est, moi j'ai jamais recruté sur CV, on recrute des gens parce que tout d'un coup ils commencent à être dans le périmètre, tu vois, autour, voilà, on voit qu'ils partagent de plus en plus, ou on reçoit des lettres d'amour, enfin parfois je reçois des lettres d'amour de gens qui veulent bosser avec nous, mais des gens qui veulent bosser gratuitement pour nous, en fait. On en est à ce stade, le nombre de personnes qui me proposent de bosser gratuitement pour nous, qui bossent sur des grands médias en nous disant ça me ferait du bien de bosser chez vous en parallèle, en fait. Mais tout ça pour dire qu'on va recruter des gens qui sont généralement des atypiques, des gens très autonomes, et que tout se base sur le recrutement et que c'est une question de personne. Tu as des gens qu'on aime beaucoup, mais c'est une question de personne et c'est une question aussi de façon de travailler. On s'est séparé de gens tout le monde a l'impression que c'est un fantasme de bosser à l'Optimis et que tout est joyeux tous les jours, mais non, pas du tout. Ça reste une vraie boîte aussi, donc de fait, recruter des atypiques où on sait qu'ils vont bien, que ça va bien matcher, en fait. Donc ça, un des facteurs clés de succès, j'ai ça. Moi, j'ai aussi beaucoup la joie dans les facteurs clés de succès. Ça paraît couillon parce qu'on peut pas faire une injonction à la joie dans une entreprise, mais en fait, on prend des décisions en se disant est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'on le sent pas. Et ça je pense que ça nous a fait éviter des erreurs parce que tous les projets où on le sentait pas trop, on l'a fait, mais ça a été genre hyper lourd à mener. Et puis tous les projets où on se disait mais je sais pas trop, ça va rien nous rapporter, mais j'ai envie de le faire, on y va quand même en fait. Du coup, il y a toujours une notion de plaisir dans ce qu'on est en train de faire. Moi, je suis une hyperactive, hein. Enfin, ça se voit dans mon débit de parole. Dans l'équipe, on est plutôt des hyperactifs, mais de temps en temps, tu as des trucs qui se construisent sur du temps long. Et accepter que le temps ne soit pas figé. Quand tu entreprends, tu te rends compte que de temps en temps, tu clôtures des machins que tu avais l'impression que tu allais faire en 3 semaines. 4 ans plus tard, mais quelle joie que de clôturer le machin 4 ans plus tard. Donc c'est accepter la lenteur et pas se laisser dominer par le temps des autres. Ok, super, je te remercie. Quelle est pour toi l'erreur à ne pas commettre quand on se lance dans l'entrepreneuriat ? Essayer de convaincre les autres de son propre projet. Tout à l'heure, je vous parlais de la notion de doute, et on peut avoir envie de dire aux gens, mais comprends ce que je te raconte et se rendre compte que, tu vois, moi, je donne souvent cet exemple, j'ai des copains qui sont revenus vers moi cette année en me disant, il y a 5 ans, quand tu me parlais d'optimisme, et j'aurais pas misé 1 centime sur ta boîte. Et des copains qui mettaient du pognon dans d'autres entreprises. Nous, on n'a pas ouvert l'entreprise à investissement. Mais ils me disaient, il y a 5 ans, j'aurais pas misé un copec sur ce que tu me racontais, je comprenais pas. Et ils reviennent 5 ans après en me disant, maintenant, je comprends ce que tu me racontais. Et du coup, accepter que tout le monde ne soit pas convaincu par son projet en se disant, il a le droit, en fait, de pas être convaincu. Je vais pas le prendre pour moi-même. En fait, je vais pas prendre ses critiques, ses remarques pour moi-même. Je vais entendre qu'il n'a pas le même positionnement que moi. Et ça va bien parce que je sais que dans 5 ans, il comprendra peut-être ce que j'étais en train de faire. Alors, est-ce que tu as un conseil à offrir aussi aux femmes qui n'osent pas se lancer ? On parlait du doute. Il y en a qui n'osent pas se lancer parce qu'elles écoutent justement ce doute avant même de faire des actions. Alors, la première chose, c'est de ne pas se culpabiliser. Parce que la pire période, c'est la période d'indécision. Sincèrement, tu sais, c'est cette période où tu es entre deux, où tu te dis j'ai envie de le faire, mais j'ose pas le faire. À un moment donné, tu sais même plus si tu crois qu'un jour tu vas vraiment le faire. Tiens, moi, au démarrage, je disais à mes copains, je veux monter un site web sur l'Optimis et puis je veux aller vivre en Espagne. J'étais passionnée par l'Espagne, je parlais pas un mot d'espagnol, enfin logique. Et du coup, quand je le racontais, à un moment donné, je savais même plus si un jour j'allais vraiment le faire. Tu vois, je savais plus si c'était de l'imaginaire ou du concret. Et de fait, cette période d'indécision, donc ne pas s'en vouloir parce qu'un jour ça vient. La deuxième chose, se dire qu'il y a tout un tas de gens qui sont comme elles, qui n'osent pas se lancer et qui, le jour où elles se seront lancées, vont les accueillir en se disant ah, tu vas voir, tu vas peut-être te planter. Moi aussi, de toute façon, demain,
qu'est-ce qui nous dit qu'on va encore être là? Peu importe, tu vas voir, ça va être marrant. Et surtout, il y aura un non-jugement. Parce que comme tu dis, le doute, ça vient souvent des autres. On a peur d'être jugé, de se juger soi-même en se disant, ça va mettre un coup à l'ego. Donc cette notion de se dire, vous en faites pas, vous allez rencontrer des gens qui vont être comme vous et qui vont comprendre et qui jamais vous jugeront parce qu'elles savent ou ils savent par quoi vous êtes passé. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est vivre ça comme une expérience. Finalement, c'est plus porter une vision que porter le projet, quoi. Exactement. Et tout se construit. Et puis, disons ce qui est. Enfin, je veux dire, tous les entrepreneurs te le diront. Il y a des énormes coups de chance. Il y a toujours la bonne rencontre. Tu vois, dans les équipes, la bonne personne qui arrive au bon moment dans une équipe, la personne qui te donne une idée. Comme tu étais ouvert à l'idée, tu l'entends, en fait. Et cette idée, elle serait arrivée 5 mois avant, tu l'aurais pas entendue. Il y a tout un tas de choses qui sont de l'ordre du subtil qu'on ne maîtrise pas, en fait, et qu'on peut pas anticiper. Donc, c'est pour ça, aller chercher la notion d'expérience, je trouve ça très déculpabilisant. C'est vrai. Ensuite, quel est ton plus gros investissement que tu as dû engager justement pour créer cette activité? Du temps. Pardon, je continue toujours sur ma notion de temps. Alors il y a du temps, il y a le fait de m'engager. Je suis quelqu'un qui déteste s'engager dans la vie, qui déteste prendre des bails, des machins comme ça. Et quand tu montes une entreprise, tout d'un coup, tu dois t'engager auprès de salariés qui, au démarrage, je me dis allez, je prends juste un stagiaire. Et puis après, je me suis dit allez, je suis obligée de la prendre en CDD. Puis finalement, elle était tellement bien que ma première stagiaire est devenue un CDI, tu vois. Et donc, t'es obligé de t'engager, en fait, et ça te demande quand même de l'énergie, surtout quand c'est pas du tout ta personnalité. Moi, je suis une nomade dans la vie. Pour moi, mon plus gros investissement, il a pas été financier. Il a été évidemment en termes de temps et en termes d'engagement envers les autres. Parce que c'est la même chose, il y a une sorte d'engagement envers les lecteurs. Voilà, donc ça, pour moi, c'est les plus gros investissements. En termes financiers, je crois que mon plus gros investissement, c'est toujours mes charges sociales, sachez-le. Ça m'a coûté le plus en investissement, c'est accepter l'imperfection aussi. C'est-à-dire quand on est une besogneuse, on aime que les choses soient parfaites, une entreprise ne peut jamais être parfaite. Donc accepter les zones d'imperfection. Et comme je disais, le parcours entrepreneurial, c'est une sorte d'endurance. Enfin, j'étais dans la France Bouche sur Europe 1, les autres entrepreneurs sur la France Bouche, c'était le fondateur de Blablacar et du slip français. Donc, tu vois, enfin, et Augustin, Michel Augustin. Donc, le mec, il a carrément l'entreprise qui a son nom, tu vois. Et du coup, je me disais, c'est incroyable. Et tu sais, au démarrage, je les regardais avec des yeux pleins de paillettes. Et jusqu'à ce que l'équipe d'Europe 1 me dise, on adore ce que tu fais. Tu vois, et tu sais, tous ces autres que je mettais sur un piédestal, je me rendais compte que d'autres gens me mettaient moi sur un piédestal et c'était hyper bizarre parce que moi je voyais toute l'imperfection de mon projet. En fait, la réalité c'est que quand t'es à l'intérieur, ça va. C'est pas la même chose. C'est bancal et toutes les boîtes sont bancales, tous les entrepreneurs sont bancaux. C'est une fausse illusion que de se dire que t'as le mec parfait, la nana parfaite pour qui tout va bien. Non, la réalité c'est beaucoup plus complexe. Donc c'est pour ça, moi je m'en fous de la réalité de l'extérieur, de ce que ça redonne de l'extérieur, du moment qu'en interne il y a de la joie. Bon merci beaucoup en tout cas pour d'avoir pris le moment d'être avec nous pour cette interview et pour tes précieux conseils qui sont pour le coup justement originaux et c'est ça qui est bien. Je pense basé sur l'expérience en fait. Oui, exactement. Et je pense que ça va en aider plus d'une qui va visionner cette vidéo parce que c'est pensé différemment. Et je suis désolée si je remets en questionnement tout ce que vous avez entendu avant. Merci beaucoup en tout cas, merci. Beaucoup, Catherine. À tout vite. Bon courage, belle soirée.